Bonjour, je suis Mustapha Mekki, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, à l'université Panthéon-Sorbonne, et je suis directeur général de l'Institut national des formations notariales, c'est-à-dire l'École nationale du notariat. Alors, le diplôme d'études supérieures de notariat, qui va entrer en vigueur en septembre 2024, est le résultat de plusieurs années de travail, à la fois de la profession et de l'université, travail qui a commencé en 2015 et dont l'objectif premier était de fusionner les deux voies de formation, la voie professionnelle et la voie universitaire. Donc on s'est dit que finalement, pour aboutir à un même résultat qui était le diplôme de notaire, il fallait peut-être repenser une formation avec un tronc commun et des étudiants qui pouvaient bénéficier d'une formation unique. Et c'est l'objet justement d'un décret qui a été publié en octobre 2022 et d'un arrêté publié le 5 juillet 2023 qui prévoit 3 périodes de formation. Une période qui correspond aux notaires, officiers publics et ministériels, une deuxième période qui correspond aux notaires experts juridiques et une troisième qui sera consacrée à l'entrepreneur notarial et qui est tournée autour du management. Oui, absolument. Tout est prévu dans les textes de toute manière et le décret dit clairement que les étudiants qui sont actuellement en master de droit notarial, que ce soit la première ou la deuxième année, eh bien, vont nécessairement être soumis au nouveau régime et donc à cette nouvelle formation qui est le DESN, avec pour les étudiants en master droit notarial conventionné la possibilité justement d'intégrer automatiquement l'INFN, et pour les autres étudiants, eh bien, ils passeront devant une commission nationale de sélection. Alors pour l'instant, mais on est en phase de signature puisque au sein des universités, il y a des procédures plus ou moins complexes. La première à avoir signé, c'est Montpellier, il y a Toulouse, Nancy, est-ce que j'en oublie? Pour l'instant, alors normalement il y en a 5, donc j'ai dû les oublier. Sceaux, pardon, Paris 11. Et il y a des dates de signature qui sont prévues pour Nanterre, pour Nantes, pour Poitiers, pour Rennes. Et en réalité, là, dans le mois qui suit, la plupart des masters droit notarial qui existaient vont être conventionnés. On attend pour l'instant surtout des universités parisiennes dont on n'a pas de nouvelles, mais je ne doute pas que l'université de Paris 1 et Paris 2 vont rapidement se manifester pour que leurs étudiants puissent entrer automatiquement à l'INFN. À défaut, il est vrai que s'ils sont diplômés sans avoir ce conventionnement, les étudiants devront passer devant la Commission nationale de sélection, mais je crois que c'est juste une question de temps. Alors, les modalités pour accéder à la formation, c'est d'être titulaire d'un Master 2, donc un Master, dit-on aujourd'hui, hein. Donc ça suppose avoir obtenu sa deuxième année de Master en droit, avec ce que je dis depuis tout à l'heure sur le Master droit notarial, une entrée automatique pour ceux qui sortent d'un Master droit notarial conventionné, et pour les autres qui ont un Master de droit ou équivalent, puisqu'il y a un système d'équivalence, la possibilité pour eux de passer devant une commission nationale de sélection, avec une sélection qui se fera en 2 temps, d'abord sur dossier, et puis ensuite avec un entretien au cours duquel justement une deuxième sélection sera opérée. Non, alors les mastereux, comme on les appelle pour bien les distinguer des autres, non, ne sont pas des masters selon la législation, donc eux ne pourront pas candidater devant la Commission nationale de sélection. En revanche, il existe des vrais masters au sein d'autres établissements, notamment des instituts catholiques qui ont des partenariats avec les universités et qui ont de véritables masters. Donc il faut pour les étudiants être très prudents et il faut qu'ils vérifient bien que c'est un master sans eux à la fin qu'ils ont obtenu et non pas un mastereux, parce qu'il est vrai que certains établissements ne sont pas toujours très clairs sur la nature de ce master qui ne leur permettra pas de candidater devant la Commission nationale.
Alors, lors de l'entretien devant la Commission nationale de sélection, il y a une chose très claire. D'abord, c'est qu'une lettre va être diffusée par le président de cette commission, dans laquelle il va rappeler à la fois le contenu du texte, mais surtout l'esprit de cet entretien. L'entretien est tout d'abord là pour voir si le candidat a une culture de l'écosystème notarial. Pourquoi il s'intéresse au notariat, pourquoi le notariat et pas l'avocature, qu'est-ce qui l'attire dans ce métier, que sait-il de cet univers qu'est l'univers notarial. Donc ce sont des questions relativement ouvertes. Il y aura également des questions qui portent sur le projet, pour savoir si la personne qui va s'investir dans une formation qui est assez lourde, si c'est vraiment ce métier qu'elle veut faire, et si elle va mettre tous les moyens à sa disposition pour justement réussir cette formation qui est une formation d'excellence et donc très contraignante. Et puis il y aura quelques questions de fond évidemment, mais sur des bases fondamentales du droit. Et lorsque ces questions seront un peu plus spécifiques, elles seront en lien direct avec le master de l'étudiant. S'il a fait un master de droit fiscal, eh bien on peut penser que lui poser des questions un peu techniques sur le droit fiscal immobilier, eh bien, ce n'est pas une question piège, ou quelqu'un qui aurait fait un master de droit international privé, évoquer des questions de droit patrimonial en lien avec le droit international privé, ce ne sont pas des questions pièges non plus. Donc, mais ce n'est pas un quiz, et le but est d'essayer de cerner une personnalité et d'avoir quelqu'un qui est véritablement motivé pour s'engager dans cette formation. Oui, parce que là, on évoque encore ceux qui ont un master qui n'est pas un master de droit notarial. On a des candidats qui ne sont pas toujours prêts à entrer à l'INFN, mais ça reste un projet sérieux. Et dans ce cas-là, peut-être qu'ils ont besoin d'approfondir certaines matières. Il manque peut-être un peu de maturité aussi, donc il y a des raisons très variables et il ne faut absolument pas se décourager. Ce n'est pas parce que le dossier n'est pas passé une première fois ou que l'entretien s'est mal passé une première fois qu'il faut abandonner ce projet. Certains d'entre eux, par exemple, qui ont un master très axé sur le droit des affaires, par exemple, et qui ignorent un peu les matières dites naturelles du notariat telles que le droit patrimonial, font un autre master de droit patrimonial de la famille ou éventuellement même font le diplôme des métiers du notariat, qui est un diplôme qui est interne à l'INFN, et dans lequel on traite des matières très techniques en lien avec le notariat. Ce qui permet d'arriver une deuxième fois devant la commission avec un bagage de connaissances plus techniques, plus en lien avec le notariat, et généralement, si la personne est motivée et que cette formation s'est bien passée, elle ne l'a pas eu la première fois, mais elle l'a assez fréquemment la deuxième fois. Donc absolument pas abandonner après une première candidature. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais c'est un nouveau diplôme. Et donc par conséquent, ils peuvent de nouveau candidater. La voie professionnelle, c'était un diplôme qui était totalement autonome. Même s'ils ont échoué 3 fois à cette formation, ils peuvent désormais retenter leur chance avec le DESN si ça reste encore dans leur projet professionnel. Donc oui, ils pourront candidater. Alors ça, c'est encore une fois pour ceux qui viendraient d'un master général, mais d'une manière générale, ce n'est pas une condition d'inscription, c'est une condition d'obtention du diplôme. Et parce qu'il faut, selon les textes, 24 mois de stage. Donc généralement, le stage commence au moment de la formation. Donc il faut simplement que la personne puisse justement commencer son alternance et sa formation et qu'elle justifie à la fin d'avoir validé 24 mois. Donc, le plus souvent, les personnes viennent s'inscrire avec un contrat pro. Non, si elles l'obtiennent un tout petit peu après, comme on en discutera, mais comme les cours peuvent éventuellement, ou le contrat de professionnalisation peut intervenir après l'inscription, il n'y a pas de difficulté. Le mieux est quand même d'avoir déjà un contrat pro, une promesse de contrat pro au moment où on s'inscrit pour éviter de mauvaises surprises.
Disons qu'il y a des masters qui sont équivalents. Alors, master de gestion du patrimoine, c'est un master normalement juridique. Il y a une partie juridique qui est assez importante, mais il va au-delà, puisque c'est une question de gestion de patrimoine dans laquelle il peut y avoir des questions de gestion, des questions économiques, des questions financières. Mais c'est un master qui fait partie des masters équivalents à un master de droit. Il n'y a pas que les juristes qui peuvent entrer à l'INFN. Il est vrai que ceux qui n'ont pas fait un master de droit ou principalement de droit vont rencontrer plus de difficultés, vont devoir fournir plus de travail, mais c'est un master qui peut valoir équivalence. Et d'ailleurs, ceux qui sont titulaires, par exemple, d'un master Sciences Po, il y a eu certains candidats qui ont réussi, qui ont dû fournir plus de travail, qui ont eu plus de difficultés au départ avec des matières très techniques, mais pour certains d'entre eux, ils s'en sont sortis. Donc il n'y a pas d'obstacle à avoir un master de gestion du patrimoine. Le dossier peut être sélectionné. Encore faut-il, évidemment, quand on a ce type de dossier, essayer d'avoir des expériences en études, puisque ces stages de longue durée ou de durée moyenne, eh bien, c'est un plus dans un dossier où le master n'est pas totalement juridique. Alors ceux qui ne sont pas conventionnés, c'est-à-dire tous les autres masters ou les masters de droit notarial qui n'auront pas obtenu le conventionnement, parce qu'il y en a un certain nombre qui existent déjà aujourd'hui mais qui ne sont pas conventionnés, ou ceux qui sont actuellement conventionnés mais qui pourraient ne pas l'être parce que les conditions ne sont pas remplies, notamment ces fameuses 350 heures de cours en présentiel qui sont prévues par les textes et auxquels on ne peut absolument pas déroger. En tout cas, aucune convention ne sera signée pour des masters qui ne répondent pas à cette condition prévue par les textes. Eh bien, ils passeront devant la Commission nationale de sélection, tout simplement, et ils seront traités comme tous les autres étudiants. Mais évidemment, quand on a un master de droit notarial qui n'est pas conventionné, eh bien, c'est un petit plus dans le dossier, puisqu'on a déjà traité des matières qui sont des matières propres à la profession. Et donc, il est vrai que même l'entretien se passe généralement mieux, puisque l'univers notarial est tout de même maîtrisé. Oui, alors pour la Commission nationale, on sait que ça va être au mois de mai, même peut-être avril. Donc l'information sera communiquée sur le site de l'INFN pour commencer les inscriptions pour passer devant la Commission nationale. Pour les autres étudiants qui sont en master de droit notarial, eh bien, dans la mesure où l'entrée se fait automatiquement, il n'y a pas en tant que tel à respecter la date du mois d'avril, mais les inscriptions se feront au mois de septembre pour tous les autres étudiants. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Alors les inscriptions vont devoir se faire auprès des deux institutions, puisque on a une inscription à l'INFN évidemment, puisque c'est un diplôme qui est en lien avec l'INFN, mais il y a une inscription universitaire, puisqu'on est aussi étudiant de l'université. Le diplôme qui est délivré par l'université. Donc c'est une double inscription qu'il faut opérer, à la fois à l'université et auprès des sites de l'INFN. Oui, parce que être de nationalité française n'est pas une condition pour obtenir le diplôme de notaire. En revanche, pour exercer ensuite en tant que notaire, il faut être français de nationalité française. Donc évidemment, cette condition de nationalité n'est pas une condition d'inscription à cette formation. Le texte le prévoit, il prévoit au moins un tiers des effectifs composés d'étudiants qui ont été sélectionnés par la Commission nationale. Donc c'est au moins un tiers. Il se peut qu'il n'y ait pas d'étudiants, pour certains il n'y a pas d'étudiants qui aient été sélectionnés par la Commission nationale, donc la question est réglée. Mais lorsqu'il y a des étudiants de ce type, il faudra s'assurer que dans les effectifs, on n'ait pas uniquement des étudiants issus du master droit notarial, pour une raison très simple, c'est que cette double entrée qui est prévue par les textes est destinée à assurer une diversité. Diversité sociale dans une certaine mesure, diversité également intellectuelle, puisqu'on a souvent des étudiants qui ont fait du droit notarial depuis le M1
et qui baignent dans les matières notariales, et les profils sont à peu près identiques. Ce dont a besoin aujourd'hui la profession, ce sont des profils diversifiés, des personnes qui sont spécialistes de droit par exemple de droit international privé ou de droit des collectivités territoriales, de droit fiscal. Et il faut que ces profils justement puissent se mélanger avec les étudiants avec un profil plus uniforme qui viennent des masters de droit notarial. D'où le texte qui a prévu qu'au moins un tiers des effectifs soient composés d'étudiants venant de la Commission nationale. Non. Non, tout ça après dépendra des capacités d'accueil des différents sites, puisque nécessairement on a des salles avec des effectifs limités, mais il y a dans les conventions des stipulations qui sont prévues permettant, dans l'hypothèse où les sites de l'INFN ne peuvent pas accueillir matériellement tous les étudiants, eh bien, ce sont des locaux à l'université qui permettront justement d'accueillir l'ensemble des étudiants. Donc aucune inquiétude, il n'y a pas de quota en tant que tel, il faut que ça soit au moins un tiers, mais tout le monde pourra être accueilli et il n'y a absolument pas de limite quantitative en amont. Juridiquement, il n'y a pas de différence à faire entre les masters qui ont été faits en présentiel et ceux qui ont été faits à distance. Il n'en reste pas moins que dans un dossier, quand on a quelqu'un qui a fait un master en présentiel et quelqu'un qui l'a fait entièrement à distance, on a tendance à penser que la formation en présentiel a été de meilleure qualité. Mais ce n'est pas dirimant, dans la mesure où vous avez quelqu'un qui a un master à distance, mais qui a aussi une expérience en études qui est relativement importante, qui a d'autres éléments à faire valoir dans son dossier, ça permet de conforter l'idée que c'est quelqu'un qui a été bien formé. Donc ça n'entre pas a priori en ligne de compte, mais il est vrai qu'on a tendance à considérer qu'une formation en présentiel probablement est plus formatrice qu'une formation à distance. Donc il ne faut pas se voiler la face, il faudra vraiment avoir un dossier très solide pour convaincre ceux qui vont vous sélectionner que même à distance, vous avez bénéficié d'une très bonne formation. Le problème n'est pas que la personne soit en situation irrégulière, l'INFN n'est pas là pour faire la police, donc à partir du moment où la personne peut s'inscrire dans une formation, il n'y a aucune difficulté. La difficulté, elle est autre dans cette question, c'est que la personne est titulaire d'un Master 1 de droit privé, et donc ce Master 1 ne suffit pas, puisqu'il faut un Master 2, donc avoir validé ces 2 années de Master, et quand il s'agit d'un Master qui a été obtenu à l'étranger, il faut bien vérifier s'il y a une équivalence avec un Master 2 dans une université française, puisqu'on ne pourra pas nous valider, en dehors des textes européens, un Master qui aurait été obtenu par exemple au Maghreb ou au Chili ou aux États-Unis. Tout ça dépendra des équivalences. Mais ce n'est pas tant la situation irrégulière qui fera obstacle à l'inscription. Alors, ce ne sont pas uniquement les élèves en voie professionnelle, mais également en voie universitaire. Hein. Ceux qui redoublent continuent d'être soumis à l'ancien régime, mais le texte du décret fixe une date butoir qui est 2027. Et au-delà de 2027, justement, les candidats qui n'auront pas validé leur formation, s'ils ont encore la possibilité justement de redoubler, dans ce cas-là, la question se pose de savoir s'ils peuvent passer en DESN, mais jusqu'en 2027, en revanche, tous ceux qui redoubleront continueront de suivre la formation telle qu'elle existait sous l'empire du droit en vigueur, c'est-à-dire le système ancien, voie professionnelle ou voie universitaire. Alors, la formation, elle débute en septembre. En tout cas, le texte prévoit qu'en septembre 2024, c'est l'entrée en vigueur de ce nouveau diplôme qui est le diplôme d'études supérieures de notariat. Maintenant, il va y avoir, et on est en train d'en discuter avec les universitaires, et a priori ce qui se dessine, c'est qu'il y aura un début de formation au mois d'octobre, qui commencera par le module préparatoire. Pour les étudiants qui viennent de master non notarial, ce module préparatoire est destiné à non pas les remettre à niveau, mais à identifier les questions sur lesquelles ils ont quelques faiblesses et qui mériteraient d'être travaillées davantage.
Donc tout cela va durer jusqu'à peu près le mois de novembre. Et ensuite, il y aura 2 dates à partir desquelles les contrats en alternance vont commencer. Certains pourront commencer les cours et donc les contrats en alternance à partir de novembre 2024, mais d'autres sites et d'autres universités qui fonctionnent de cette manière pourront commencer les cours et les contrats en alternance en janvier 2025. Donc vous allez avoir 2 dates selon le site et l'université auquel les étudiants sont rattachés, mais ce qui est certain, c'est qu'au final, il y aura une date d'examen de la première période qui sera la même, examen final, et qui, pour l'instant, ça demande d'être encore confirmé, mais devrait se situer à partir du 10 mars 2025. C'est la date, en tout cas, d'examen qui est fixée pour la première période. Donc, 2 dates. La première, c'est le début en octobre pour le module préparatoire, et ensuite 2 dates variables pour les contrats en alternance, novembre ou janvier, selon le choix des sites et des universités. Certains vont obtenir leur diplôme en juin, c'est vrai, mais beaucoup vont obtenir leur diplôme fin septembre, début octobre. Et quand je dis beaucoup, je parle d'étudiants qui sont en master droit notarial conventionné et d'autres qui sont en master de droit. Donc il faut aussi tenir compte de ces étudiants-là qui vont obtenir leur diplôme fin septembre, début octobre. Donc je comprends que ceux qui sont en juin sont impatients de rentrer dans le métier et d'acquérir de l'expérience, mais il faut comprendre qu'ils ne sont pas les seuls concernés et qu'il faut intégrer l'ensemble des étudiants. Et ceux qui auraient leur diplôme en juin et qui commenceraient éventuellement, parce que le choix a été fait par le site et l'université, d'un début en janvier, ce qui existe déjà dans certaines régions, dans ce cas-là, ce que font les étudiants généralement, ils prennent le mois de juillet et le mois d'août pour souffler un peu avant de s'engager dans une nouvelle activité et ils concluent un contrat à durée déterminée avec une étude. Et ce contrat à durée déterminée est plutôt apprécié pour 2 raisons. La première, c'est que le notaire est plutôt content d'avoir quelqu'un qui va pouvoir pendant 3 mois former sans qu'il y ait des jours de formation à l'école et donc lui apprendre justement les rudiments et les bases d'un travail vraiment professionnel. Donc il est content de l'avoir pendant ces 3 mois. Le CDD permet également pendant cette période, puisque ce sera septembre, octobre, novembre, décembre, période tendue, d'avoir quelqu'un qui est totalement disponible pour l'étude, ce qui permet de créer du lien avec l'ensemble des membres du personnel avant même d'avoir un contrat pro, c'est juste 1 jour par semaine, donc c'est une période qui est appréciée. Et pendant cette période également, le notaire peut tester le candidat et voir s'il a vraiment envie de s'engager ensuite en janvier dans un contrat de longue durée qui est contraignant et qui est un contrat de professionnalisation. Et quant au candidat lui-même, il peut considérer que ce CDD est un moyen de tester l'étude. Il peut ne pas apprécier cette étude, considérant qu'on lui donne des monotâches, qu'il n'y a pas assez de diversité ou que finalement il ne s'entend pas bien avec les membres de cette étude et pourrait changer d'étude pour un contrat pro. Donc cette période-là, elle pourrait être utilisée pour cela. Ceux qui disent que les notaires ne donneront pas de CDD, ce n'est pas vrai. La plupart des notaires que l'on a vus sont plutôt favorables à ce contrat à durée déterminée, d'abord parce que dans certaines régions ils le font déjà, et d'autres sont plutôt tentés au regard des avantages que je viens d'évoquer. Et pour l'année prochaine, parce que pour cette année ce n'est pas possible, mais pour l'année prochaine, pour ceux qui auraient leur diplôme en juin et qui rentreraient en janvier, eh bien, il y a la possibilité de juin à janvier de partir à l'étranger dans des formations conventionnées ou de suivre une formation de spécialisation pendant cette période, donc ils ne perdent pas de temps, ce qui permet de commencer la formation en étant dispensé du rapport de stage ou du mémoire, avant même de s'engager dans la formation, ce qui psychologiquement peut être très bien pour un certain nombre de candidats. Donc, il y a de nombreux avantages à ce que le contrat en alternance commence en janvier, mais d'autres trouveront peut-être cela trop long et préféreraient justement que ce contrat en alternance commence en novembre, et on voit bien que c'est une possibilité qui est offerte à l'ensemble des sites et universités. Alors,
On a la consigne, et c'est une bonne consigne, de faire en sorte de respecter les spécificités locales et d'intégrer un peu de souplesse et de flexibilité, puisqu'il y a 16 sites sur toute la France, et il faut essayer de faire en sorte, et plus d'universités encore, eh bien, que chacun y trouve son compte. Donc normalement, le principe, c'est une journée par semaine, d'accord ? Et dans des cas exceptionnels, il y aura 2 jours par semaine. Mais ça, c'est pour les sites qui ont toujours fonctionné avec l'accord de la profession, hein, de cette manière, à Paris notamment. Mais en région, il y a parfois des sites en accord avec la profession qui préfèrent avoir une formation pendant 1 semaine et ensuite, pendant 3 semaines, ne pas aller en formation. Donc ça dépendra de l'organisation. Ça existe par exemple à Nantes et tout le monde est très satisfait de ce rythme justement de l'alternance. Donc ça sera variable. En revanche, ce qui va être également fixe, en dehors du principe de la journée, sauf exception de journée, c'est une première semaine, qui est la première semaine de formation, que ce soit en novembre ou en janvier, selon le choix qu'on aura fait, où il y aura une semaine entière, parce que le but c'est que la promotion se connaisse, qu'on crée du lien entre les étudiants et qu'on puisse pendant une semaine vraiment commencer à engager une formation sérieuse. Et on a jugé que les garder tous ensemble pendant 5 jours, eh bien, c'était un moyen de bien lancer la formation et de créer du lien entre tous les étudiants. Oui. Alors, autrefois, on avait les plans de développement de compétences pour ceux qui étaient en voie professionnelle et les contrats de professionnalisation pour ceux qui pouvaient justifier d'au moins 543 heures de formation. C'est ce que nous avons fait, en prévoyant à 546 heures, je crois que c'était. Et on a prévu 553 heures, donc ce qui permet aux étudiants, y compris les Parisiens qui n'en bénéficiaient pas auparavant, eh bien d'avoir un contrat de professionnalisation. C'est l'employeur qui justement sera l'interlocuteur dans le cadre de ce contrat pro, et il sera financé par l'OPCO-EP. Et tout ça est quelque chose qu'on connaît très bien dans le cadre du DSN, puisqu'il y avait déjà ces contrats pro en région. C'est vrai que c'est une nouveauté pour Paris, où ils avaient un nombre d'heures qui était 2 fois moins important et donc impossible pour eux de bénéficier d'une telle prise en charge financière. Alors la solution, de toute manière, c'est d'abord de prévenir le personnel à la fois de l'université mais surtout des sites, puisque c'est nous qui avons le réseau, et nous essayons, directeurs de site et même au siège, de faire jouer nos réseaux pour que les personnes puissent obtenir un stage. Mais il est vrai qu'avec la période de crise, parfois c'est un tout petit peu plus long, et ceux qui exceptionnellement ne trouveraient pas de stage, il y a une disposition dans les textes qui prévoit que le Conseil supérieur du notariat doit essayer de trouver une solution pour que ces stagiaires puissent être affectés. Donc, le Conseil supérieur du notariat actuellement est justement en train de réfléchir à des modalités permettant de faciliter l'accueil de ces étudiants. Ils ne peuvent rien imposer aux notaires, évidemment, mais il y a souvent des mesures qui sont mises en place, de subventions ou autres, permettant d'inciter les notaires à prendre des étudiants en stage. Donc, on arrive généralement à trouver une solution, même si les délais peuvent être un tout petit peu plus longs en raison de la crise. Alors, c'est quelque chose qui était initialement prévu lorsqu'on avait débattu des premiers projets de réforme avec la chancellerie, et puis cela a été abandonné, en tout cas l'aménagement en tant que tel, mais les textes prévoient désormais la possibilité pour un étudiant de poursuivre après son mémoire une thèse de doctorat. Mais en réalité, c'est une information qui n'a pas un grand intérêt, si ce n'est de faire le lien avec le mémoire, puisque la procédure sera une procédure normale, c'est-à-dire une inscription à l'université avec un directeur de thèse universitaire. Et donc l'INFN ne joue pas de rôle déterminant en la matière. Ce qui avait été suggéré à l'époque, c'était la possibilité d'aménager la durée de la formation pour tenir compte de la situation de ceux qui faisaient une thèse en même temps, mais ça n'a pas été repris par les textes, et donc aucun aménagement n'est prévu pour ceux qui seraient doctorants. Oui, et cela est d'ailleurs prévu dans la convention locale qui est conclue avec Strasbourg, avec l'Université de Strasbourg, puisque le droit local y occupe une place importante. Et donc dans le référentiel, dans le programme,
eh bien, il y a des références spécifiques à ce droit local et les étudiants seront donc, s'ils choisissent le site de Strasbourg, auront le bénéfice d'une formation spécifique sur le droit local, ce qui paraît tout à fait cohérent. Et c'est quelque chose qui avait été envisagé très tôt en amont dans le cadre de la réforme et ça se concrétise puisque la Convention prévoit expressément toute une série de questions qui devront être traitées dans le cadre du droit local. Quand vous prenez les textes, ce sont notamment les articles 17 et suivants de l'arrêté du 5 juillet 2023, on prévoit pour la première période 3 sessions, pour la deuxième période, pour chaque module, 3 sessions, et puis également, même chose pour la troisième période. Donc tout est a priori prévu par les textes. Ce que l'on va intégrer pour la première période, c'est une session intermédiaire, puisque le texte prévoit en principe que la deuxième session en cas d'échec, eh bien, il faudra attendre justement l'année d'après pour passer avec la deuxième promotion. Et donc attendre un an, ce n'est peut-être pas opportun pour certains candidats. Et donc on leur donne la possibilité, ce n'est pas une obligation, mais de passer une session intermédiaire et de ne pas attendre un an, mais peut-être quelques semaines avant de pouvoir passer cette deuxième session. Au total, ils auront 3 tentatives par session ou 3 tentatives par module. Quant au redoublement, eh bien là c'est refaire l'ensemble de la formation. Ce redoublement est également possible, mais il n'y aura pas autant justement de tentatives que dans la première hypothèse, notamment sur la voie professionnelle, où là les tentatives étaient plus nombreuses. Normalement, à partir du moment... pour postuler, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. En revanche, après, si on épuise ces 3 sessions et qu'on a ce fameux redoublement où on recommence l'ensemble de la formation, on ne peut le faire qu'une fois. Et donc, vous ne pourrez pas multiplier les tentatives. En revanche, pour ce qui est de la sélection par la commission, le candidat reviendra à chaque fois avec son dossier, enrichi éventuellement, mais il n'y a rien de prévu, en tout cas dans les textes. Alors, pour ce qui est des ultramarins ou de ceux qui sont à La Réunion, c'est une formation qui est aménagée. Pour les ultramarins, il y a une partie effectivement de la formation qui se fait à distance. Pour ceux qui sont à La Réunion, il y a une formation sur place à La Réunion et puis quelques cours à distance qui sont prévus et également des missions d'universitaires ou de notaires qui se déplaceront à La Réunion pour assurer ces formations. Donc pour ces formations-là, elles ont un aménagement particulier dans lequel il y a plus ou moins de formations à distance. Il faut qu'il y ait une raison légitime. Ça peut être un déménagement et un changement d'études pour le stage. Généralement, c'est ce qui est pris en considération, donc l'adresse du stage ou l'adresse du domicile. Et donc, dans des cas exceptionnels, si cela est justifié, le directeur de site, en accord avec le directeur universitaire, des 2 sites concernés, puisqu'il va changer de site, eh bien, peuvent considérer que la situation est légitime et accorder un tel déplacement. La césure, telle qu'elle est prévue, elle s'entend le plus souvent d'un projet de formation, soit à l'étranger, soit d'une formation de spécialisation. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là que la césure a été envisagée. Ensuite, si elle entre dans les césures classiques que l'on retrouve à l'université, ça peut être un projet professionnel qui suppose d'être exposé à ceux à qui on va demander une telle césure, mais nous l'avons pensé surtout pour la possibilité d'une formation à l'étranger et d'une formation de spécialisation. Mais encore une fois, c'est un texte, la césure, qui relève du Code de l'éducation, et dans le Code de l'éducation, il y a toute une série d'exemples qui sont évoqués et qui peuvent être un projet professionnel. On montrait une start-up, par exemple, où on s'investirait dans une activité philanthropique pendant un an. Tout est possible, mais tout dépend du dossier et de la manière de présenter les choses. Oui, on peut le faire,
pas maintenant, puisqu'elle entre en vigueur en septembre, et donc il est impossible au regard des textes de la faire là dès la première rentrée, mais à partir de l'année prochaine, à partir par exemple de juin 2025, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on pourrait, si l'alternance commence en janvier, on pourrait même là ne même pas avoir besoin de demander une césure, puisqu'on utiliserait cette période pour se spécialiser ou aller à l'étranger. Maintenant, si l'alternance commence en novembre et qu'on veut avoir une césure jusqu'au mois de janvier, eh bien, il faudra remplir les conditions de la césure au sens strict et on pourra parfaitement la faire avant même d'entrer à l'INFN. Et on peut parfois même décaler d'1 an l'entrée à l'INFN. On est titulaire de son master droit notarial et on souhaite faire valoir cette césure avant d'entrer à l'INFN. C'est quelque chose qui est d'ailleurs prévu par les conventions nationales notamment, qui lient l'INFN et l'ensemble des universités partenaires. Alors on n'a rien privilégié du tout, puisque on s'est plié aux propositions qui finalement avaient été validées par les ministères. Nous, au départ, en accord avec les universitaires, on avait envisagé une formation de 30 mois, en s'inspirant davantage de ce qui existe actuellement pour la voie professionnelle. Finalement, le ministère a considéré, pour des raisons d'harmonisation, notamment des formations, que 24 mois, c'est ce qui était le plus souvent consacré et qu'il fallait que la formation tienne sur 24 mois. Donc on s'est adapté et on a fait en sorte de repenser ce nouveau diplôme dans cette durée limitée de 24 mois. Alors il y a un module qui n'est pas nécessairement un module d'anglais, ça peut être de l'anglais, ça peut être de l'allemand, ça peut être de l'arabe, du chinois, peu importe. Il est vrai que le plus souvent ça sera l'anglais et il y a plusieurs possibilités. On va offrir aux sites et aux universités qui le souhaitent une plateforme numérique sur laquelle il y aura une formation à distance à laquelle les étudiants pourront accéder et selon leur rythme pourront se former en anglais, le but étant d'être sanctionnés, donc évalués lors de la 3e période, donc pour finaliser et finir leur formation. Ça, c'est le premier modèle qui est proposé, une plateforme numérique à distance. Et on gère donc en fonction de son rythme. Mais d'autres sites et universités préfèrent avoir une formation en présentiel. Et donc, il y aura des intervenants sur des formations classiques en allemand, en anglais, ou d'autres langues, en fonction justement des spécificités locales. Donc rien n'est imposé, mais nous allons proposer en tout cas à tous les sites cette formation à distance qui peut être intéressante pour des étudiants qui travailleraient à leur rythme. Oui, normalement, il faut 24 mois de stage en études, mais il est possible, et il faut le demander, de faire une partie de son stage, 6 mois, dans éventuellement un cabinet d'avocat ou en juridiction ou dans un service de gestion du patrimoine en banque. Et cette durée de 6 mois peut être renouvelée une fois, mais là aussi sur autorisation. Donc c'est une dérogation, mais cette dérogation est parfaitement envisageable. On peut faire une partie de son stage en dehors d'une étude notariale. C'est d'ailleurs même encouragé pour avoir une approche plus ouverte de la profession, mais c'est également encouragé en période de crise où peut-être que les études n'ont pas autant de disponibilité, autant de postes justement à offrir, et il ne faut pas hésiter justement à aller voir dans cet écosystème notarial qui est relativement large, où il y a des partenaires du notariat et où on peut apprendre également son métier sans être nécessairement au sein d'une étude. Normalement, quand c'est le master droit notarial, il va choisir le site par rapport à son lieu de stage. Les étudiants pourraient parfaitement envisager autre chose, mais si ils sont sur le site de Paris et que leur stage est à Aix-Marseille, ça va poser, enfin Aix ou Marseille, Aix-Marseille n'est pas une ville aux dernières nouvelles, mais ça va poser une grosse difficulté. Donc, généralement, c'est plutôt comme ça que ça se fait. Pour ceux qui viennent de la Commission nationale, là c'est différent. Ils doivent opérer 3 choix et ensuite, si finalement les 3 choix ne peuvent pas être satisfaits, je dois décider de leur affectation et l'affectation se fera par rapport à l'adresse du domicile, à l'adresse et/ou adresse de leur stage et ou toute autre circonstance qui permettrait de justifier une autre affectation.
Alors, il va falloir, de toute manière, il ne peut pas avoir une convention de stage avant même d'avoir commencé la formation en alternance, donc ça sera nécessairement novembre ou janvier, donc il ne l'aura pas en septembre, il aura une promesse éventuellement qui pourrait lui être faite. Il peut avoir en attendant en septembre un CDD qui justement, ou éventuellement même un contrat, mais qui sera transformé ensuite en contrat de professionnalisation. Il y a ce type d'hypothèse qui est envisageable. Voilà. Après, pour le reste, le site qui sera garant, ça dépendra du site où il se sera inscrit, de l'université, et le contrat, en tout cas, est conclu entre l'employeur et l'INFN et l'étudiant, enfin, employeur, étudiant et l'INFN. Et donc, nécessairement, c'est l'INFN dont il dépend qui veillera justement à la bonne exécution de cette convention de stage. Mais il ne faut pas oublier que s'il a un contrat de professionnalisation, il est salarié. Et donc, la relation première, c'est une relation de droit du travail qu'il aura avec son employeur et pas avec l'INFN. Alors, effectivement, c'est pas un partenariat pour un double diplôme, c'est la possibilité de suivre une formation de spécialisation ou une formation à l'étranger qui permet d'être dispensé du mémoire ou du rapport de stage. Évidemment, comme on ne veut pas que ce soit n'importe quelle formation à l'étranger ou en France, on va conventionner, habiliter, on va du moins se mettre d'accord avec certains responsables de formation pour qu'ils fassent partie d'une liste labellisée d'une certaine manière, et ce ne sont que ces formations labellisées qui pourront donner lieu à une dispense. On est actuellement avec les universitaires en train d'identifier les éventuelles formations qui existent au sein de l'université, c'est-à-dire des diplômes universitaires ou des modules de master spécialisés qui pourraient être conventionnés. Nous allons à l'INFN mettre en place également des certificats de spécialisation qui seront également validés comme pouvant entraîner une dispense du rapport de stage ou du mémoire. Et cette liste-là est en train d'être établie avant la pause estivale. Normalement, la liste devrait être publiée pour permettre à l'ensemble des étudiants, éventuellement, de choisir ces différentes formations. Et c'est la même chose pour les formations à l'étranger, bien entendu.